Du coup, on va commencer la table ronde maintenant. Encore une fois, n'hésitez pas à vous asseoir devant les chaises aussi, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on a laissé de l'espace, donc n'hésitez pas. Et sinon, tant que vous m'entendez, c'est trop cool. Et si à un moment donné il y a un problème de son, n'hésitez pas à le signaler. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va faire une table ronde organisée par l'association Bio-André sur le fait d'être LGBTQIA+, en milieu rural. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que la raison pour laquelle j'anime la table ronde aujourd'hui, c'est pas parce que je suis à Bio-André, parce que j'y suis pas, j'habite pas dans le Vendomois, mais j'ai travaillé avec Bio-André l'an passé parce que j'étais en L3 de sociologie, en licence de sociologie, et j'ai fait un petit mémoire de licence, pas un immense mémoire, sur le sujet justement. Donc j'ai bossé dans ce cadre-là avec l'association Bio-André, parce que c'est une association qui a une forte importance, qui est assez jeune encore, mais qui a une forte importance dans le département, parce que c'est si je me trompe pas, mais deuxième association de l'histoire du département qui est revendiquée vraiment LGBT, et l'autre association donc n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est très très important pour la représentation dans le coin. Donc alors pour comment ça va se dérouler, nous on va commencer, on va discuter un petit peu entre nous. Vous hésiterez pas à réagir vraiment. Vous pouvez me faire un signe si vous voulez parler à un moment pour que je note, et comme ça on fait tour de parole fluide. Même si je donne la parole à une personne, en fait vous pouvez réagir, il n'y a pas de galère. Et ensuite on se laissera 10-15 minutes pour faire les questions du public. Donc vous avez une boîte juste ici avec d'un crayon et du papier, et vous pouvez écrire les questions que vous voulez au moment où vous en avez envie. Vous pouvez vous lever en plein milieu, il y a pas de souci. Ensuite les questions, il y aura un petit regard sur les questions juste pour éviter je sais pas s'il y a une personne qui dit un truc hyper méchant, mais ça devrait pas trop arriver. Dans tous les cas les questions seront dites à voix haute, mais c'est pour éviter qu'on se retrouve à lire un truc hyper homophobe ou quoi, ce serait un peu naze. Voilà. Mais aussi pour voir si c'est une question qui a finalement été répondue au cours de la discussion. Donc voilà. Donc pour rappel pour nous déjà, c'est enregistré comme je vous l'avais dit. C'est pas filmé du tout parce qu'on fait attention à nos images et tout. C'est un peu galère sur internet tout ça. Mais donc n'hésitez pas si finalement vous voulez plus trop qu'il y ait votre nom. Vous n'hésitez pas à inventer un nom ou un pseudo. Vous êtes aussi autorisé à donner votre vrai nom. Et puis on peut aussi changer votre voix si jamais ça vous stresse. Il n'y a pas de galère. Voilà. Donc c'est ça. Et puis, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose ? En vrai, n'hésitez pas à expliquer les termes quand on parle de plein de choses, parce qu'en vrai, il y a des termes qui pour nous sont évidents, mais qui sont pas forcément clairs pour le public, donc ça peut être important. Et moi aussi, j'essaierai d'y penser, mais si jamais il y a une question par rapport à un terme aussi, c'est complètement valide. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est ça. Donc juste, je vous remercie beaucoup d'être là, et je suis super contente d'avoir l'occasion d'animer la table ronde avec vous. Donc si vous voulez, on peut commencer. Je sais pas s'il y a une personne qui veut commencer, mais en tout cas, vous pouvez déjà vous présenter un par un, une par une. Voilà, vous vous présentez comme vous voulez. Vous pouvez présenter le collectif ou l'asso dans lequel vous êtes, et aussi vous en tant que personne. Voilà, vous vous présentez comme vous voulez. Je vous laisse la parole maintenant. Oui, vas-y, comme ça c'est fait. Bonjour. Moi c'est Margot. Je sais pas parler dans un micro. J'ai été invitée là. J'ai été invitée parce que j'habite dans un lieu collectif au nord de Vendôme qui s'appelle le Moulin Bleu. C'est un lieu qui fait pas mal d'accueil, et on est assez sensibilisé. Je sais pas comment dire, aux questions LGBT, queer, tout ça. Donc c'était pour parler de ça un peu. Bonjour, alors moi c'est Pélagie, je suis membre de l'organisation de solidarité trans depuis bientôt 2 ans maintenant, à la section de Tours. Donc je sais pas, je présente l'asso ou... Si tu veux, ouais. Ouais. Peut-être rapprocher un peu ton micro. Ouais. Ok. Si tu te poses là, c'est confortable et ça, c'est le bon volume. Je trouve pas ça très con. Ok. T'inquiète pas, tu fais comme tu le sens. Ok. Donc nous, on est une organisation, on est une association trans, donc on fait des permanences d'accueil pour les personnes trans, pour la sociabilité, pour les soutenir aussi dans les parcours médicaux et administratifs. Et on essaye de faire le lien aussi avec le milieu militant, pour faire tomber le capitalisme et l'impérialisme. Voilà. Et sinon, moi, en tant que femme trans, j'ai grandi à la campagne. Et du coup, je pourrais parler de mon vécu aussi. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, moi c'est Émeric, je suis militant de l'association Aide, du coup qui a été invité pour cette 2e édition, on est très content d'être là.
Moi, je suis aussi queer. Je suis même gay. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Hein. J'ai aussi vécu dans le milieu rural, mais je serais particulièrement là pour discuter de ce que fait Aide dans le milieu rural, puisque Aide est une association de lutte contre le VIH et les hépatites virales. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement ce soir, c'est de visibiliser aussi la question de la santé sexuelle dans le milieu rural, l'accès aux soins, l'accès à la prévention, l'accès à la vaccination, et tout simplement l'accès à une sexualité aussi. J'en discutais beaucoup tout à l'heure avec quelqu'un au fond là-bas. C'était très chouette de pouvoir discuter tout ça en milieu rural. Voilà. Donc j'ai 25 ans, je suis salarié de l'asso et voilà, je suis très content d'être là, je l'ai déjà dit. Merci beaucoup. Alors moi je suis Maï. Je vais représenter l'association féministe de Vendôme Collective pour cette table ronde. Et pour le côté personnel, je suis une femme cis blanche, comme vous pouvez le voir, du moins pour la couleur de peau, et je vais parler juste du côté personnel. Moi, j'ai une orientation, je suis bi, et le lien que je vais essayer de présenter par rapport à Collective, c'est toute cette importance intersectionnelle du féminisme dans les luttes queer. Voilà. Merci. Hello à tous et toutes. Du coup, moi, c'est Alexandra et je suis dans le bureau de l'association Buandré. Et donc, je vais un peu plus présenter ce que fait l'asso et à quoi on est confronté et comment on essaye de se construire avec les personnes qui nous composent, parce que c'est ça qui compte beaucoup dans une association, et les ressources qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Et voilà, je vais essayer de principalement développer cet axe-là. Merci beaucoup. Je me disais du coup, Maï, que si tu avais envie, tu pouvais commencer en parlant de collective et en parlant des différentes actions, des différentes problématiques auxquelles vous faites face. Voilà, tu dis ce que tu as envie de dire et puis vous n'hésitez pas à réagir ou à me faire un signe si vous voulez dire quelque chose ensuite, il n'y a pas de souci. Et même vous n'êtes même pas obligé de me prévenir. Voilà. Alors, concernant Collective, anciennement, c'était une association féministe qui était sous la bannière de... j'ai oublié. Ça y est, c'est super. Merci. Femmes solidaires. Et dont la question intersectionnelle était pas en discussion. Donc, du coup, elles ont changé et elles ont fait un collectif. Oui, alors le terme intersectionnel, c'est-à-dire qu'en fait les mouvements féministes sont un peu divisés concernant la hiérarchisation de l'importance si on a des étiquettes qu'on nous colle et qui nous mettent dans des minorités qui souffrent de ces étiquettes. Ça peut être si on est corporellement, notre race, notre genre, etc. Et certains mouvements féministes ont tendance à dire que les femmes cis peuvent être on peut se battre pour les femmes cis, en gros le féminisme doit se battre pour les femmes cis, mais pas pour des femmes trans. Donc c'est de la transphobie et le collectif ne voulait pas adhérer à ce genre de choses, d'où le changement vers un collectif local et qui s'appelle Collective. C'est super. Voilà. Est-ce que à ce propos-là, tu veux un peu discuter des actions que du coup vous réalisez en ce moment depuis que le collectif s'appelle donc Collective et sur quels aspects ça s'inscrit dans le fait d'être LGBT en milieu rural, voilà, plus en détail si tu as envie. Ouais. Donc il y a plusieurs interventions au sein de Collective, mais celle qui est dans notre expérience la plus importante par rapport à ouvrir, enfin donner la parole, ouvrir des espaces de parole pour tout ce qui est de la question queer, quoi. C'est au niveau au sein des établissements. C'est-à-dire qu'on intervient dans le cadre des EVRAS. Donc les EVRAS, c'est le programme qui doit être professé durant chaque année pendant toute la scolarité, qui est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Le programme est adapté à chaque catégorie d'âge, parce que quand on entend des propos du genre les zévras c'est pour éduquer les tout petits à la sexualité très jeune, non, c'est pour qu'ils sachent que leur corps leur appartient et que on n'a pas le droit de les toucher s'ils ne veulent pas, et que leur identité voilà, qu'on n'a pas le droit de définir leur identité, quoi. Donc le but des programmes, c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de problématiques, notamment certains députés qui disent voilà, nous ne laisserons pas les théories du genre envahir nos écoles. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Et donc dans ce cadre d'intervention, donc on se forme, on a déjà eu des actions, notamment dans un collège de Vendôme. Et on se souvient, parce que le but c'est de faire vraiment un espace de parole de jeunes qui parlent directement de s'ils ne s'étaient pas choisis, donc sous-entendu leur orientation sexuelle ou de genre, eh bien ils n'auraient pas survécu. Donc on parle quand même de choses assez enfin, c'est assez émouvant ce genre de moment, de se dire qu'ils n'ont pas la place pour pouvoir parler de ça à aucun moment, et qu'en des temps très courts, parce que c'est très important d'apprendre les maths, donc on a peu de temps pour intervenir, eh bien ils peuvent déjà avoir ce genre d'opportunité. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir par rapport à ça, exprimer quelque chose à ce propos-là, notamment par rapport aux jeunes ou quoi Oui, en plus, il y a un enjeu fort sur les VRAS, où il y a quand même une responsabilité, enfin, tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a une responsabilité forte aux associations de se former et d'intervenir elles-mêmes, en tout cas dans les écoles, et que c'est pas quelque chose qui est pris directement en main par l'État, de s'occuper des formations, de pouvoir les financer, etc. Et c'est vraiment une des responsabilisations, en tout cas, de l'État aujourd'hui. En effet, une des membres de l'association, qui est donc prof dans le collège où on est déjà intervenu et on va continuer à intervenir, elle est celle qui a, quand il y a eu quel prof veut être responsable de l'égalité filles-garçons. Donc le genre est quand même très binaire, déjà dans le titre. Eh bien, aucun prof ne veut. C'est non, par pitié. Me foutez pas ce sale dossier dans les mains, quoi. Donc au sein de l'éducation nationale, il faut former déjà les profs à trouver ce sujet capital. C'est comme dans toute la société, on a au minimum un enfant sur 10 qui est victime de violences sexuelles. Les familles, je pense pas qu'elles fassent moins de 10 sur 2 générations, donc en fait ça concerne tout le monde. Donc ce genre de discours, ils sont vraiment importants à donner aux professionnels qui vont être responsables de transmettre un savoir sur ces sujets-là, quoi. Et ça, c'est déjà un gros boulot. Donc oui, c'est les associations qui font le boulot de l'éducation nationale. Ceci dit, là, le programme, maintenant, il existe vraiment depuis cette année, même s'ils ont enlevé un peu le genre et les sujets qui fâchent, n'est-ce pas? Et disons que c'est déjà un pas en avant, parce que c'est obligatoire. Donc avant, je pense que les 10 heures, elles étaient données, je me souviens plus le pourcentage, mais c'était genre 10% dans des écoles, encore moins des collèges. 25% seulement donné. Voilà, 25% étaient donnés, voilà, c'est ça. Mais incluant tout, quoi, tous les niveaux. C'est-à-dire que au cours d'un cursus, une année, on va avoir un prof sympa qui va se démener pour parler de tout ça, quoi. Tu voulais peut-être non, c'est bon. Ouais, moi dire que je trouve que c'est quand même une bonne chose de faire de l'éducation sexuelle comme ça pour la vie affective, etc. à l'école, parce que moi je me souviens quand j'étais en quatrième, quoi, c'était il y a 15 ans maintenant, à Pathé, nous notre cours c'était genre on nous apprenait à mettre une capote et on nous parlait pas de consentement, on nous parlait pas de relations entre les gens, on nous parlait pas d'homosexualité, encore moins de transidentité du coup. Mais tous ces sujets-là étaient invisibles, quoi. C'était genre vraiment le côté pratico-pratique. Là, ça marche comme ça, c'est la pénétration, donc il faut mettre une capote pour pas avoir d'enfants. Et on nous parlait vaguement de la pilule et des MST, quoi. Mais c'était vraiment que sur ce côté-là, quoi. Et je trouve que c'est une bonne chose d'ouvrir à toutes ces choses-là.
Carrément. Et est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ton parcours aussi par rapport à ça, de quand t'étais ado, de ton côté? Ouais, oui, c'est l'occasion. Donc j'ai le micro, ouais. Disons que moi, mon expérience par rapport à ça, c'est que comme quand j'ai grandi en campagne, chez moi, autour de moi, ça existait pas en fait. Tout le monde était hétéro, ou en tout cas les personnes qui ne l'étaient pas étaient pas outées, quoi. Donc et donc c'est compliqué de construire une identité en dehors des genres de normes quand on vit dans cet environnement-là, quoi. Pourtant, j'avais quand même des parents qui m'ont dit oui, si vous êtes homosexuel, ça nous pose pas de problème, vous pouvez nous le dire, on vous accompagnera. Donc bon, ouais, voilà, malgré ça, en fait, c'est juste que on en entendait parler. Je pense aussi la représentation qu'il y a, je pense à la télé de manière générale, c'est aussi des représentations qui sont très citadines et bourgeoises, et du coup, c'est compliqué de s'y sentir représenté, quoi, quand on n'est pas du tout du même milieu, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, j'y repensais en fait en pensant à ça, où j'avais quand même une relation amicale très proche avec un autre gars. Donc à l'époque où moi j'étais un garçon. Et du coup, on était très très proches, même physiquement, etc., etc. Et c'est vrai que sur le moment, à ce moment-là, moi, ça m'a même pas effleuré l'idée une seule seconde qu'il puisse y avoir une relation homosexuelle entre nous, quoi. C'était juste, on était des amis et de toute façon, après, comme le sexe c'est que la pénétration, ça nous laisse quand même un espace de liberté amicale plutôt sympa, quoi. Mais voilà, on s'est pas posé la question, soit donc moi c'est pour ça que moi ça m'a mis longtemps à m'en rendre compte, quoi. Déjà à me rendre compte dans un premier temps que j'étais bisexuel, donc entre le moment où je me suis rendu compte et le moment où je l'ai accepté, il y a eu quand même plusieurs années aussi. Mais même ensuite quand je me suis retrouvé en ville où j'avais accès à plus de ressources, plus d'associations, etc., etc., moi c'était un peu un milieu qui à la fois me fascinait et me faisait peur, parce que j'avais peur de me découvrir aussi, parce que je m'étais construit une identité hétéro tout le long de ma vie, quoi, jusqu'à mes 20 ans, même plus, quoi. Après, c'est à partir de mes 20 ans que j'ai commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, tu vois. Je me suis dit, oh, je suis bi, je peux faire semblant d'être hétéro. Mais je faisais pas très bien semblant. En réalité, ça marchait pas trop. Je suis pas sûr que ça a convaincu grand monde. Mais bon, voilà, c'était... Merci beaucoup. Oui, c'est super important de parler de la question des représentations et de la construction des jeunes en milieu rural et ailleurs, hein, parce qu'il y a un gros manque de représentation dans les médias, dans les bouquins et dans les discours autour de nous. Donc c'est super important d'en parler. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut aborder, qui veut parler un peu de son parcours ou de son asso Je vous laisse la parole. Va falloir y aller, ouais. C'est fort, hein. Non, moi la première réaction que j'ai eue quand Maï elle m'a parlé de venir causer ici, c'était un sentiment d'illégitimité totale. J'ai pas grandi à la campagne, j'ai grandi dans une grosse ville dans le sud, mais ça résonne vachement le truc de ça existait pas autour de moi, quoi, ces représentations là. Et moi j'ai fini par avoir une sociabilité, je sais même pas comment l'appeler en fait. Avec des meufs lesbiennes qui étaient assez traumatisantes, quoi. C'était pas très sain comme truc, et en fait t'as aucune ressource, quoi. Tu sais pas, tu te tournes vers qui. Moi aussi mes parents ils étaient cool, mais ça suffit pas, quoi. Et le Moulin Bleu, du coup, nous on s'est installé il y a 5 ans, et en fait c'est vrai, au début, je pense que les questions queer, LGBT, ça nous passait un peu au-dessus de la tête. Moi, j'étais un peu la meuf lesbienne du groupe, et j'ai souvenir d'un copain qui m'avait dit, mais ça va au Moulin, la représentation de ces questions-là. Et c'est vrai qu'il y a une époque quand même où on n'était pas du tout sensibilisés, et puis on a commencé à se retrouver à être ça va, ouais, à être traversé par ces questions à un niveau intime, en fait. Mais il y a un truc qui va pas. Et je pense que ça a commencé comme ça pour nous, c'est que ça a commencé à nous traverser. Nous, dans le collectif, on est une 15aine de personnes à vivre sur place, et il y a certaines personnes qui ont commencé à se poser des questions, quoi.
Et petit à petit, nous, on a une activité d'accueil. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, on fait pas mal de trucs, mais notamment de l'accueil avec l'association Le Moulin Bleu. Du coup, on a beaucoup d'espace et donc on essaye de les mettre à disposition d'associations, de collectifs, de personnes qui ont besoin d'un espace ressource pour être, quoi, pour s'organiser, pour travailler ensemble, pour réfléchir et même juste venir se ressourcer. Ça, on a compris aussi avec le temps que c'était cette dernière partie, elle était assez essentielle. En fait, il y a un besoin de lieux refuge dans des espaces ruraux comme le nôtre. Comme le nôtre, du coup, je découvre, hein, ça fait que 5 ans que j'habite ici, mais c'est vrai que nous, on est dans un bled de 500 habitants, l'anonymat, ça existe pas. Et donc, c'est vrai que on fait gaffe, quoi. Enfin, il y a une manière de militer, de se revendiquer et d'être soi qui est pas forcément évidente. Et je pense que du coup, on essaye d'avoir des espaces où on réfléchit à des outils politiques qui permettent de réfléchir les oppressions systémiques et de faire en sorte que les groupes qui viennent chez nous, même si au départ ils pensaient pas forcément bosser sur les questions intersectionnelles, tout ça, on leur propose des outils politiques qui leur permettent de se questionner. Nous, on a un accueil à prix libre, par exemple. On a mis en place un tunomètre aussi, un gros travail qui a été fait pour mettre en évidence la question des moyens financiers et des ressources. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un tunomètre? Bah, du coup, j'ai peur de mal l'expliquer. Je vois celle là-bas qui a bossé dessus, mais c'est un outil qui permet de mettre en évidence le coût d'un événement, le coût d'une organisation au regard des ressources des collectifs qui vont venir et profiter des espaces. J'espère que ça va. Il y a ça, il y a le prix libre. Nous, on a des réflexions aussi sur la question du soin. On propose des dispositifs de référents soins sur les événements qu'on organise avec comme ici avec les anges pour avoir des espaces de sécurité s'il y a quelque chose qui vous bouscule. Et c'est pas pour dire en fait c'est un moment un peu hors du temps, je pense, quand les gens viennent bosser plusieurs jours au Moulin Bleu, mais il y a un truc de se forcer à prendre ces lunettes-là, ça permet je sais pas, je pense que si on n'est pas bien chez soi, on vient au moulin, il y a un côté un peu, on peut se poser les questions de pourquoi ça se passe pas bien chez nous et que c'est pas nous, mais l'environnement dans lequel on est qui fait qu'on est dans le mal, quoi. Et donc c'est important d'avoir des espaces ressources comme ça pour pouvoir aussi se rendre compte en fait de choses qu'on a potentiellement jamais vues. Voilà, j'ai blablaté un peu. Non, c'est super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vais faire le lien sur le vécu, effectivement. On a beaucoup discuté jusque-là le fait que ça peut être compliqué d'être queer dans le milieu rural. Et en plus, ça peut être compliqué d'accéder aux soins, d'accéder à la prévention lorsqu'on habite notamment en Loir-et-Cher, qui est quand même un département très rural, mais même proche des villes, hein, on peut aussi avoir des difficultés d'accéder ne serait-ce qu'à un seul dépistage quand on a des prises de risques dans le milieu rural. On a moins accès à la prévention, moins accès à l'information, parfois même juste moins accès à des capotes, et donc moins accès au dépistage, et donc tout ça c'est compliqué, et on prend des risques, et parfois on découvre des virus qui passent par nous. Et donc nous à Aide, on est là pour accompagner les personnes qui prennent des risques vers le dépistage et vers la réduction des risques. Du coup, on accompagne les personnes à avoir des préservatifs, à faire attention lorsqu'il y a des pratiques sexuelles qui ont besoin d'être discutées. On accompagne aussi lorsque le dépistage est réalisé à rester négatif si le dépistage est négatif, ou à accompagner vers le traitement lorsque le dépistage est positif, puisque être queer dans le milieu rural c'est compliqué, être queer et séropositif dans le milieu rural c'est encore plus compliqué, et en parler à son médecin de famille qui lui-même suit sa mère, sa grand-mère, la cousine de la tante de son père, du coup le médecin est en plus quelqu'un qui vient manger à la maison le samedi soir, vous imaginez le truc un peu ouf. Donc notre boulot à Aide depuis 41 ans maintenant, puisqu'on est la première asso européenne depuis 40 ans à lutter contre le VIH, c'est d'accompagner toutes ces personnes qui prennent des risques à faire en sorte que ça se passe au mieux pour eux. Donc on a un gros boulot, hein, vous imaginez évidemment, d'accompagner à la fois les personnes qui prennent des risques sexuels, mais qui sont aussi des personnes migrantes, par exemple, qui ont des vécus migratoires, des parcours migratoires traumatisants, qui ont été victimes de violences. Donc nous, on a
tout un tas de ressources sur partout en France pour accompagner les personnes. Et on travaille notamment avec les Cégides. Alors attention, premier mot compliqué, le Cégide. À main levée, est-ce que vous connaissez, qui connaît ce qu'est un Cégide? À main levée. Bon, ok, 2, 3, ok. Bon, bah, vous voyez, pourtant, c'est une structure qui est hyper importante pour le dépistage et l'accès à la prévention en santé sexuelle. Le Cégide, c'est le centre gratuit d'information, de diagnostic et de dépistage. En gros, c'est un peu comme un centre de santé sexuelle, mais particulièrement sur la question du dépistage. Il y en a un par département minimum. Et nous, il y a une antenne du Cégide de Blois à Vendôme, qui se situe à l'hôpital de Vendôme. Et c'est très peu connu, puisqu'il y a très peu de financement pour ce genre de structure. Et donc, l'émission de Aide, c'est de compléter ces structures qui ont très peu de financement et de proposer d'offrir le dépistage par test rapide, qui est tout à fait confidentiel, anonyme, sans jugement, évidemment. À Aide, on a commencé à dépister les personnes de façon communautaire, donc le fait de dépister des personnes par des non-soignants. Moi, je suis pas soignant, je suis pas professionnel de santé. Je ne suis pas professionnel de santé, pardon. C'est arrivé en 2010, parce que à l'époque, le dépistage par des non-soignants, c'était inimaginable. Tous les médecins et tous les politiques disaient ah, mais comment on peut faire une piqûre par quelqu'un qui n'est pas soignant? Et en fait, c'est arrivé parce que on s'est rendu compte que les personnes queer, notamment dans le milieu rural, mais pas que, qui prenaient des risques lorsqu'elles allaient voir leur médecin. Bah, elles étaient jugées. Ah bah oui, mais monsieur, il faut pas avoir des pratiques sexuelles entre hommes. Enfin, voyons, bah, encore. Et la pénétration. Ah, mais vous vous rendez compte, c'est une prise de risque énorme. Vous pouvez être contaminé à tout moment. Et donc, forcément, les gens, ils ont pas envie d'entendre ça. Donc, ils vont de moins en moins se faire dépister. Et dans les années 2000, l'épidémie du VIH explose. Et donc, à Aide, on se dit, là, il y a quand même un enjeu important. Si on va plus faire le dépistage, on n'aura plus accès au traitement et donc ça va être la cata. Donc, première chose qu'on a mis en place, c'est déjà de proposer des entretiens avec les personnes et ensuite de se dépister entre nous parce que qui mieux que nous-mêmes pour se proposer de l'accompagnement en santé communautaire, du coup, et pour accéder au dépistage. Et ça fonctionne très bien puisque on a un taux de positivité, c'est-à-dire sur 100 dépistages, on a à peu près 3 qui sont positifs, alors que dans le milieu médical classique, en Cégide et à l'hôpital, c'est de l'ordre de 0,4%. Donc vous voyez, le fait de se dépister entre nous et de faire de la santé communautaire, donc en effaçant le jugement et les freins d'accès à tout ça, et ben on arrive à trouver des personnes qui se contaminent, aller au plus près des personnes qui prennent des risques, et donc les accompagner vers le traitement, puisque aujourd'hui on peut vivre avec le VIH sans le transmettre, et on peut vivre très bien d'ailleurs avec le VIH. Voilà. J'ai fait un gros résumé, mais voilà ce que fait Aide au quotidien. Merci beaucoup. Non, je voulais juste par rapport à ce qui est dit sur ce que j'ai entendu du Moulin, de ce que tu as redit par rapport au personnel soignant, le jugement, etc. Moi, je viens de Paris, donc c'est vrai que je fais partie des fondatrices de Stop Harcèlement de rue, etc. Donc j'ai vraiment une mentalité, clairement, de militante parisienne qui dit les choses, etc. Et j'ai été impressionnée quand même à quel point la pression qu'il y a dans un milieu rural, l'omerta qu'il y a, donc la loi du silence, que il y a tout le monde se connaît, donc en fait c'est vraiment un switch que j'ai dû faire et qui m'a fait comprendre à quel point naître en milieu rural et ne pas avoir accès à des endroits safe pour se faire soigner, savoir qui on est, etc. C'est vraiment extrêmement dur, quoi. Et c'est vrai que ce qui est appréciable maintenant, notamment avec les réseaux sociaux, etc., c'est que il y a des collectifs nationaux. Je pense notamment au collectif Fracas, dont je me souviens plus les initiales, mais qui en gros essaye de remplacer notre justice pénale qui est pas top et qui surtout si on est trans, il y a plein de témoignages de gays qui se retrouvent en garde à vue alors qu'ils ont été tabassés parce qu'ils ont de l'alcool, ils ont un petit taux d'alcool et qui vont être en cellule de dégrisement. Donc en fait, l'accès au système porter plainte, tout ça, déjà, c'est une violence en plus, ça marche pas beaucoup, voilà. Donc il y a vraiment des collectifs nationaux qui essayent de faire en sorte que ce problème de si on connaît quelqu'un, on peut pas être un soutien s'il a agressé quelqu'un d'autre, on peut pas voilà. Donc ce genre de collectif, s'il pouvait avoir des antennes un peu partout, notamment en France, ça permettrait de pouvoir faire ce boulot de ce qu'on appelle la justice transformatrice,
restauratrices, etc. Et que le fait de ne pas connaître l'autre permettrait d'avoir vraiment des prises en charge collectives. Donc effectivement, là, j'ai vraiment l'impression que un peu partout, même dans d'autres pays, parce que je suis d'origine uruguayenne, il y a énormément de petits collectifs comme Biandret, etc., qui naissent et qui, petit à petit, se regroupent avec d'autres et essayent d'avoir vraiment des protocoles de soutien, quoi, pour victimes et pour personnes voilà, qui veulent être en transition, avoir leur sexualité respectée, aimer qui on veut, tout ça. Merci. Du coup, je voulais rebondir sur 2 points. Tu parlais de personnes qui ne vont même pas, par exemple, porter plainte quand elles subissent des violences, etc. On a eu un rapport au mois de mai et qui montre, en fait, c'est un rapport qui a été fait par plusieurs associations qui accompagnent des personnes LGBT qui subissent des violences. Et on a des statistiques où, par exemple, sur 100 personnes qui ont subi des violences, dont par exemple de harcèlement, de violences physiques, de violences verbales, etc., il y a que 4 personnes sur 100 qui vont porter plainte. Donc c'est complètement ridicule. Et en l'occurrence, ces choses sont expliquées parce qu'on sait que quand on va au commissariat, par exemple, et qu'on est une personne LGBT ouvertement, soit on n'est pas du tout écouté, soit on est moqué, soit c'est mis sur le dossier, ou le dossier il est jamais pris en compte, ou alors on finit en cellule de grisement, etc. Donc il y a un vrai problème là-dessus, et en effet c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des personnes ou des associations intermédiaires qui permettent ça. Et les associations permettent aussi cette représentativité, en effet, en milieu rural, parce que quand on est en milieu rural et qu'en effet on se balade dans les rues, on se balade dans la campagne, etc., en fait, de toute façon, on sait déjà que le monde est composé à 99% de stéréotypes hétérosexuels. Donc nous, quand on grandit dans un milieu rural, ce qui a pu être une partie dans ma vie, on sent qu'il y a quelque chose qui est différent ou autre, mais on peut pas du tout se projeter. Et là, en fait, on le voit à travers l'association. Déjà, il y a des gens, via les réseaux, en effet, qui peuvent nous contacter de manière anonyme ou des choses comme ça. Et la partie qu'on est en train de construire aussi, c'est vis-à-vis des médecins. Tout à l'heure, on parlait de l'accès à des médecins, accès à la prévention, etc. Et on a aussi cet enjeu de déserts médicaux. C'est-à-dire que des fois, avant même de pouvoir trouver un médecin qui connaît tout le monde, aujourd'hui, des fois, on est obligé de faire des kilomètres, voire des heures, juste pour avoir, par exemple, un gynéco ou une gynéco, ou alors avoir quelqu'un qui a les connaissances pour avoir un suivi de transition de genre, par exemple. Donc, c'est aussi un enjeu très, très fort que là, des fois, des associations, vont se retrouver en limite, ou peuvent aussi, nous, on a des contacts, par exemple, avec Biandret, on commence à construire pour pouvoir donner des formations à des médecins, mais encore aussi, il faut avoir des relais avec l'institution, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, quand je parle de l'institution, ça peut être une municipalité ou des choses comme ça. Donc, en effet, il y a en tant que nouvelle association, nous, on est un peu face à tous ces défis qu'on essaie de prendre petit à petit par les bouts qui viennent. Et comme par exemple on a déjà pu avoir des liens avec le Moulin pour des personnes qui étaient complètement sorties de leur famille ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que d'avoir à la fois des lieux physiques, matériaux et des ressources, c'est très très important, et c'est pour ça qu'on a besoin de créer des collectifs et de se soutenir. Est-ce que quelqu'un veut rebondir à ce sujet-là sur la création de ressources et la création de représentation localement? Est-ce que quelqu'un a envie de parler de ce sujet-là? Juste, je rappelle qu'il y a une boîte dans laquelle vous pouvez mettre vos questions. Les questions seront posées après. Oui, posez Oui. des questions. Posez des questions. Ça nous anime. On aime bien les compliments aussi, parce que là, on stresse. Moi, je voulais juste compléter sur la partie réseau. Si vous faites partie d'une association qui œuvre notamment dans le champ de la santé sexuelle, au sens très large, moi, je suis élu au comité régional de la santé sexuelle, le CORES, qui est anciennement le COREVI. Donc, c'est une instance qui coordonne globalement les acteurs de la santé sexuelle en région centre et qui a vocation à élargir les ressources et accompagner aussi les structures qui souhaitent se développer. Donc si vous avez envie de créer un collectif ou si des structures ce soir veulent se rapprocher du CORES, c'est tout à fait possible. Alors en région centre, c'est porté par le CHU de Tours, c'est pas très loin, ça tombe bien. Et vous avez la chance d'avoir un représentant aujourd'hui ce soir, donc on peut aussi tout à fait discuter. Et le CORES est financé et missionné globalement par l'Agence régionale de santé pour développer
très globalement, les accompagnements en matière de santé sexuelle, l'accès aux droits également des personnes qui sont vulnérables, c'est dit comme ça dans les textes. Donc je reprends les mots. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui existe et le CORES est très disponible. Merci beaucoup. Oui, c'est super important de rappeler les ressources qui existent aujourd'hui par rapport à ça. Si vous voulez aborder quelconque sujet, vous n'hésitez pas. Je pensais, Margot, si jamais tu as envie un peu de discuter de comment ça se passe pour l'accueil d'urgence dans le Moulin, si tu as envie d'en parler et si c'est OK d'en parler. En fait, c'est pas forcément un dispositif sur lequel on communique parce que c'est pas notre vocation. A priori, on n'est pas formé pour faire ça, mais effectivement, il y a eu des besoins urgent pour sortir des personnes de situations de violence où on a pu se montrer présent effectivement, et c'est quelque chose de en fait, je suis désolée, je vais y revenir, mais je crois que j'ai envie de dire un truc parce que je suis assez émue, je crois, par les échanges, et je pense qu'il y a un truc moi dans le EVARS là, ce que j'aime bien, c'est le A, c'est le truc de la vie affective. En fait, même quand on est hétéro, en fait, on ne forme pas à se parler, à être bienveillant, à comprendre nos émotions, à machin. C'est des trucs, ça passe à l'as, quoi. J'ai l'impression, j'espère que ça bouge, mais moi, j'ai une vie affective qui est fuckée, quoi. Enfin, aussi parce que je pense que j'ai eu des galères, quoi, dans la manière dont moi je me représentais, dont je me projetais, des choses qui sont toujours pas réglées et tout. Et en fait, c'est aussi c'est beau et en même temps c'est dur de voir que c'est les personnes concernées qui se mobilisent pour essayer de faire en sorte que ça se détende. Mais nous, c'est un lieu de vie aussi, donc on est une petite société à notre échelle et on est traversé par des enjeux de pouvoir et de domination qui sont assez vénères, en fait, enfin comme partout, quoi. C'est normal et il faut qu'on discute, et nous on est en train de s'éduquer à faire ça, à apprendre à se parler, quoi. Et moi j'ai l'impression que c'est le truc qu'on apprend au début quand on s'investit dans des collectifs, c'est qu'il faut qu'on commence par apprendre à se parler, peu importe qui on est, quoi. Voilà, j'avais envie de dire ça. Et oui, pour l'accueil d'urgence, bah du coup c'est une question de survie, en fait. Enfin vraiment, il y a des enjeux vitaux dans ces trucs-là, parce qu'il y a des gens qui meurent, en fait, concrètement tous les jours à cause de ces conneries. Pas juste, enfin voilà. C'est pas juste une question LGBT, quoi, même si c'est quand même. Et aussi, je voulais rebondir sur l'accueil de Bio-André. Potentiellement, il y aurait, enfin, pour dire aussi ce qui peut être utile dans un lieu comme le Moulin, c'est, il y a enfin, je sais pas si je peux en parler, en fait, pardon. Désolée. Ouais, il y a pas de date, mais potentiellement on organiserait, Bio-André organiserait une formation au Moulin. Et ça, c'est un truc qui est assez chouette aussi, de pouvoir se positionner comme une ressource pour des groupes qui ont besoin, enfin, que nous on a envie de soutenir, même si on est tous et toutes bien occupés. J'ai répondu à ta question? Oui. Pareil, même si, enfin, déjà oui, t'as répondu à ma question, et puis en plus tu dis ce que tu veux. Enfin, il y a zéro galère. Voilà. Non, mais oui, c'est super important de parler de ça et de parler de la nécessité et de problématiques où potentiellement quand on crée des collectifs, des lieux de vie, on se doute qu'il y a du besoin, mais on se doute pas à quel point. Et faire face à la réalité du terrain, ça doit être un sacré choc et ça demande des ressources. Et malheureusement pour l'instant on s'organise que localement et on ne donne pas forcément les moyens de faire plus, mais c'est très important de parler de ça. Je me demandais, Alexandra, si tu as envie de parler par rapport à ça, de la nécessité un peu de la création de Bio-André, du fait d'être un peu la seule asso, une des seules assos du département à aborder ces questions-là. Voilà. Nous, en fait, à la base, pour remonter sur la partie historique, on s'est créé parce que on était un tout petit groupe de copains où moi j'ai débarqué dans le Loir-et-Cher il y a 4-5 ans maintenant, et à la base je suis originaire de la région Chante, enfin j'ai grandi à Châteaurenaud, donc c'est encore plus petit que Vendôme, donc je connais un peu le milieu rural. Et quand on voulait rencontrer ou trouver des ressources, en fait, pour les questions qu'on avait, les solutions c'était faire 1 heure de route pour aller à Tours
Donc déjà, il y avait la question d'avoir une voiture, d'avoir de l'essence, ou alors pour des rendez-vous médicaux, c'était très souvent à Paris. Donc qui dit Paris dit TGV, TER, payer son prix. Ensuite, pouvoir accéder facilement dans les bons arrondissements, etc. Donc, il y avait toujours des questions de transport, des questions de comment s'organiser soi-même, et très souvent en autonomie totale. Et la question qui nous a aussi poussé à ça, c'est que le rendez-vous un peu des personnes LGBT queer, c'est la Pride, qui est en juin chaque année. Et c'était la même question. C'était on fait 1 heure de route et on se rend compte qu'on habitait aussi à Vendôme. Et à partir de là, on s'est dit en fait si on faisait la même chose chez nous à Vendôme, bon, il s'agit que à ce mois de juin, il y a beaucoup de choses, donc on a choisi le mois de septembre comme on se retrouve là aujourd'hui à la Guéverie. Et c'est un peu les raisons de la naissance de l'association. Donc c'est à partir de personnes concernées où on a construit ça. Et depuis, en effet, on rencontre un peu les difficultés qu'on a déjà évoquées avant, l'accès aux soins, les personnes isolées qui nous contactent, nous comment on peut réagir à ça, parce que la vérité c'est qu'on n'est pas formé sur tous ces sujets. C'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui et qu'on vous remercie aussi d'être présents et présentes les différentes associations. Donc voilà, je pense que j'ai un peu résumé et comment dire. Oui, voilà, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur les ressources. Et par exemple, pour la formation qu'on ferait au Moulin, peut-être au mois de novembre, mais rien n'est confirmé, c'est aussi avec une association, c'est les Ouvreurs. Je sais pas s'il y a des personnes qui connaissent, mais c'est une association qui, depuis 20 ans, maintenant, fait des formations en milieu scolaire ou dans des milieux concernés sur qu'est-ce que c'est les LGBT-phobies, parce que c'est pas toujours clair, même pour les personnes concernées en fait. C'est-à-dire que dans nos milieux, on a aussi ces questions-là, ces violences à gérer de remarques ou de violences ou de choses. Donc on a tous et toutes besoin de se former et aussi juste d'avoir de la sensibilisation, parce que des fois le mot former peut aussi faire peur. Enfin, c'est quelque chose qui est un peu lourd de se dire pourquoi on doit se former alors que nous on veut juste vivre dignement. Enfin, on a des enjeux qu'en fait quand t'es hétéro t'as pas du tout besoin de te poser, ce qui est carrément beaucoup plus important quand t'es en milieu rural finalement. Je vais juste rajouter un truc sur la question des ressources. Nous, on a des personnes qui nous ont sensibilisés à l'enjeu que c'est les ressources, ne serait-ce que les moyens financiers. Tu as parlé du fait que faire 1 heure de route pour aller à Tours, c'est pas... je t'ai entendu dire Tours, c'est pas si loin, on a de la chance, c'est vrai, tu as raison, mais c'est quand même loin et ça demande des sous. Et donc nous, il y a des personnes qui se sont mobilisées pour aller chercher des bourses pour pouvoir pallier à ces inconvénients-là, d'avoir des sous pour permettre aux personnes qui viendraient au Moulin Bleu dans le cadre d'un événement organisé par son collectif de pouvoir faire appel à des bourses financières pour se déplacer en fait, tout simplement, parce que rien que ça en fait c'est un enjeu quoi. Ouais, du coup aussi pour rebondir par rapport à cette question des ressources, moi ça me fait penser du coup par rapport à notre association, l'organisation de solidarité trans. On voit que déjà on essaye de s'ouvrir plutôt dans des villes où il n'y a pas forcément beaucoup de représentations, pas beaucoup d'associations ou pas quelque chose qui nous convient en tout cas. Et en fait, on remarque que même dans des villes, là je pense à Blois par exemple, même dans des villes qui sont relativement grandes, quoi, ou en tout cas de taille moyenne, on a quand même des difficultés parce que si on veut tenir des permanences, ça veut dire qu'il nous faut un lieu pour tenir ces permanences. Ensuite, il nous faut des militantes et des militants qui soient capables de pouvoir tenir ces permanences et de pouvoir à la fois faire le lien avec le milieu associatif local. Et aussi pour que il y ait un milieu associatif local, c'est mieux si, enfin genre, ça peut être compliqué aussi à la campagne d'avoir à la fois le NPA et des syndicats, etc., dans une ville de 1000 habitants, quoi. Donc voilà, c'était pour revenir là-dessus, puis du coup la difficulté qu'on a. Mais après sinon, on essaye au maximum d'accompagner les initiatives comme ça. En se représentant ici, on a aussi participé à une Pride rurale dans la Vienne cet été. Mais voilà, donc j'ai fini. Non, merci beaucoup. Puis c'est vraiment hyper important. Si jamais tu as aussi envie d'aborder tes spécificités avec les actions que vous faites, je sais que tu m'as dit que donc ton antenne de l'OST, c'était plutôt en ville, mais quand même, si jamais tu as envie d'aborder certains aspects que tu visualises par rapport précisément au vécu trans
en milieu rural pour le tien ou pour ce que tu observes dans l'association, t'hésites pas à prendre la parole par rapport à ça. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je sais pas où on en est dans le temps. Il est 50. Vous voulez, vraiment, je vous laisse la parole si vous voulez aborder quelque chose en particulier sur tout ça. Vous avez déjà dit plein de choses super intéressantes. Du coup, on se rapproche de la fin, mais pour quand même toucher la petite note positive, c'est que effectivement, il y a beaucoup de difficultés. Et je suis d'accord, un Tours, c'est loin. On se l'est dit dans la voiture en arrivant. On a fait 1 heure de route et en arrivant à Vendôme, ouais, c'est loin quand même. Il y a 1 heure de route, c'est loin. Donc effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. Pour terminer sur la note positive du côté de Aide, nous, ce qu'on vous propose ce soir, du coup, c'est de faire un dépistage gratuit, évidemment sans jugement. Peut-être déjà de discuter entre nous. D'avoir l'occasion de parler de sexualité si vous le souhaitez, d'avoir l'occasion de parler de prise de risque. Ça peut être aussi des prises de risque de l'ami inconnu. Moi, j'ai un copain qui fait ça. Pas de souci, il y a aucun problème. On a un espace de dépistage ce soir. On peut aussi vous parler de la PrEP. Je sais pas si ça vous parle, la PrEP, mais du coup, c'est un traitement préventif du VIH. Donc, si jamais vous voulez qu'on échange à ce sujet, on peut tout à fait. Et j'ai Daniel et Erwan qui n'attendent que de discuter avec vous là-bas. On a aussi plein de ressources. J'en ai sélectionné quelques-unes. Mais si vous avez, par exemple, vous fréquentez dans votre travail des personnes qui ont des prises de risques sexuels, vous avez envie de faire de l'information, on a plein de petits flyers à votre disposition pour expliquer notamment ce qu'est la PrEP. On a l'éventail de la réduction des risques aux chouettes couleurs pour ce soir, avec notamment l'explication de ce que c'est que le traitement d'urgence, de ce que c'est de vivre avec le VIH, et puis juste de ce que c'est qu'une capote et comment on fait pour accéder à la capote. Et puis on a aussi des magazines qui sont édités par Aide pour parler de ce que c'est, et notamment cette édition parle de le fait d'être séropositif dans le milieu rural. Donc tout ça, ce sont des sujets qu'on peut discuter avec vous, et on attend que ça d'ailleurs. Donc sur le petit stand qui est là-bas, on peut aussi vous mettre en relation avec les partenaires qu'on a dans le département, et notamment les centres de dépistage et les centres de santé sexuelle. Et puis on a évidemment des groupes de parole avec plein de thématiques particulières. On parle évidemment du VIH, mais pas que, mais c'est quand même central. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose si tu voulais parler Ouais, si je peux rajouter un petit truc, c'est plus par rapport à mon vécu personnel, comment j'ai découvert l'organisation de solidarité trans, et quand je me suis intéressé aux questions de genre, et quand je me suis rendu compte que ça me concernait aussi. C'est que moi je me suis beaucoup renseigné sur internet par rapport au milieu plus politique, plus par la politique. Au début où je m'intéressais aux questions du genre de manière très froide, on va dire, de me dire ah ok, c'est des classes sociales et tout machin. Et voilà, je pense que en fait internet ça reste quand même. Puis ensuite petit à petit je me suis rendu compte que ok, peut-être ça me concernait et que je trouvais ça pas très très bien d'être un mec. Et voilà, petit à petit ça a fait son petit bonhomme de chemin. Mais c'était aussi pour dire que internet c'est quand même vachement cool pour pouvoir se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent, en termes de voilà, parce que moi j'ai toujours vécu dans des milieux très très hétéros en fait, même si c'était des milieux qui étaient plutôt ouverts, tu vois, mais ça a quand même été des milieux très hétéros. Et puis du coup moi ça m'a fait du bien de me retrouver sur Twitch, sur des chaînes Twitch, à parler dans des chats avec des personnes, et puis de voir que c'est marrant, et puis genre c'est marrant de se moquer des hétéros aussi, et c'est marrant de communiquer entre nous, de se comprendre sur des trucs un peu genre que... Enfin voilà, donc c'est pour dire que Internet, ça peut être pas mal aussi pour nous. Merci beaucoup pour ça. Et vas-y, je te donne la parole, pas de souci. Juste un petit truc, ce genre d'événement, j'ai un peu envie de dire à nos joies, quoi, aussi. C'est-à-dire que là, il va y avoir une scène ouverte avec des personnes qui peuvent s'exprimer et faire des trucs jolis et sympas. Et voilà, j'ai un peu envie de dire vive nos joies militantes, quoi. Hein, voilà, avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Merci beaucoup. Oui, exactement. Du coup, l'objectif de cet événement, c'est de créer les représentativités, en effet, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Du coup, si je peux faire la promotion de différents événements, n'hésitez pas à vous inscrire à la scène ouverte. Il reste des places pour présenter vos super performances. À l'entrée, vous pouvez prendre des flyers pour vous informer sur l'association ou adhérer à l'association et pouvoir nous rejoindre. On se retrouve normalement tous les 19 de chaque mois
c'est soit au Loup Perché, soit à un autre endroit. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir les informations. Ces moments sont très importants, déjà pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir prendre le temps de rencontrer des gens, et si on a besoin de discuter, et créer des actions, et pouvoir trouver des ressources, et créer en effet de la joie de collectif. Et je pense qu'on peut passer à la boîte à questions. Du coup, oui. Si vous avez une petite question, une remarque, un doute, ou alors des compliments, n'hésitez pas à la mettre dans la boîte à questions et on va pouvoir les piocher une par une et y répondre. Alors du coup, je vais commencer avec les questions qu'on a déjà trouvées, mais vraiment, vous n'hésitez pas à en rajouter. Il n'y a pas de galère. Alors, la première, en milieu rural, j'ai particulièrement l'impression que être out, c'est le coming out, c'est l'idée de sortir du placard, dans le sens le placard de l'hétéronormativité, de penser qu'on est forcément cis-hétéro. On sort du placard en disant ah, en fait non, pas forcément. Et donc c'est ça. Donc être out, c'est plutôt l'annoncer. Il y a le coming in, c'est se l'annoncer à soi-même, et le coming out, l'annoncer à d'autres personnes. Donc en milieu rural, j'ai particulièrement l'impression que être out peut avoir de grosses conséquences du fait de tout le monde se connaît. C'est quoi selon vous les bonnes entre guillemets temporalités pour faire des actions sans se mettre en danger? Je vous laisse aborder ça si jamais vous avez une réponse à ça. C'est complexe, mais voilà. Joker. Je vais répondre en partie. Nous, on a été confrontés à ça à Aide, notamment sur le statut sérologique, puisque du coup, on est une association communautaire. Donc, si tu t'impliques à Aide, c'est peut-être que tu es contaminé par le VIH ou peut-être que tu es indirectement, en tout cas, concerné par le VIH. Et donc, on a été confrontés à ça, depuis toujours d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu es militant à Aide, est-ce que tu as une sexualité pas hétéronormée? Et du coup, ce qu'on s'est fixé, nous, dans notre structure, dans notre asso, c'est de se dire qu'à partir du moment où tu deviens militant à Aide, ça reste confidentiel. Donc déjà, quand on se croise dans la rue, dans d'autres cercles sociaux, on n'évoque pas spécialement, quand il y a des personnes qui sont pas à Aide, le fait qu'on est militant à Aide, puisque ça, c'est aussi possible d'être un engagement secret. Et puis les actions dans le milieu associatif et militant peuvent être médiatisées, mais souvent on peut aussi demander l'autorisation à ce qu'il n'y ait pas de photos. Et d'ailleurs, ce soir, on peut se dire de faire attention quand on prend des photos de cette soirée pour pas que ce soit ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on le dit beaucoup à la Pride de Blois, de Tours. Attention aux photos, parce que quand on prend des photos et que ça se retrouve sur Facebook ou dans la une de la Nouvelle République, je peux retrouver des copains ou des copines, ou même parfois des parents qui voient leur enfant et qui se disent ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, que j'étais pas au courant. Du coup, c'est quelque chose auquel on peut être confronté, et je trouve que c'est très chouette de pouvoir y réfléchir. Donc soyons vigilants, nous en tant que dirigeant associatif, j'aime pas le mot, comment on peut dire, comme organisateur et comme en tout cas militant du milieu associatif, faire attention à ces questions-là. Merci beaucoup. Ouais, pardon, je rigolais tout à l'heure, mais en vrai, moi, je trouve la naissance de Buandré à Vendôme, moi, elle me fait des trucs, genre il y a une motivation, quoi, une envie de se dire, on fait des trucs comme ça va aller plus vers du mieux. Et je sais pas, moi, je disais ça un peu en rigolant, mais il y a des prides rurales qui s'organisent là, ça commence à, enfin, moi, j'ai entendu parler de 2 en tout cas. Pourquoi pas une à Vendôme d'ici quelques années, quoi, s'il y a des gens motivés. Et en termes de pour ça, je sais pas s'il y a une bonne temporalité. Moi, ça me fout une trouille bleue d'aller. Enfin, là, je suis là, voilà, ça se voit et j'ai pas trop de soucis avec ça. Mais aller militer, convaincre des gens, leur parler de ça dans mon village et tout. Mais alors, et en fait, vraiment aller voir ces docus là, la Pride des Champs, pédale rurale, ou aller voir Buandré et tout, ça donne de la motive, ça donne de la joie. C'est ça, il faut se rassembler. Et puis il y a un moment où on va bien trouver une manière de faire. Et ces docus sont super chouettes parce que on voit que ça se passe bien en fait globalement, et ça fait du bien, je trouve aussi. Donc je sais pas s'il y a une bonne temporalité, mais de pas rester tout seul, en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce propos-là? Du coup, moi je veux juste
Ah, vas-y. Si oui, en fait, je préfère remettre un clou dans le marteau, comme on dit, mais c'est vrai que quand on est seul, on peut se poser vraiment beaucoup de questions. On peut hésiter juste à envoyer un message sur les réseaux ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas hésiter. Et nous, on vous répond. Et même si la communication se fera que sur les réseaux, il y a aucun souci là-dessus. On peut échanger. Donc s'il y a des personnes vraiment qui sont à l'aise qu'avec les réseaux, qui hésitent à poser une question ou autre, il faut vraiment pas hésiter. Parce que rester isolé, on s'enferme, on vit seulement avec le quotidien qu'on a. Et si on se pose des questions, l'idée c'est de trouver une réponse. Donc nous, on essaiera d'y répondre avec ce qu'on a. Et si on n'est pas en capacité de le faire, en tout cas aujourd'hui, on a des personnes qui peuvent nous aider. On est en lien avec d'autres associations. Donc on essaie de trouver les réponses là où elles sont. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, en tout cas, à au moins envoyer un petit message où on essaie d'être à différents événements. Là, on était à la fête des associations. Et là, on est là ce soir. On est aussi à d'autres éléments comme la fête des possibles. On se réunit. Donc, je redis, faut vraiment pas hésiter parce que plus vite, c'est aussi une forme de liberté en fait de pouvoir poser ces questions. C'est-à-dire que juste dans le champ normal de l'hétérosexualité, des fois, on n'a même pas le droit de se poser ces questions. Donc, donnons-nous ces libertés de pouvoir se poser ces questions, de pouvoir se questionner. Et ces espaces sont faits, en tout cas, pour donner aussi cette liberté aux gens. Parce que du coup, pouvoir vivre sa sexualité, pouvoir vivre son genre, c'est une liberté. Et ça, faut qu'on la garde pour nous. Et le fait d'être engagé dans une association militante, notamment queer, à titre perso, ça m'a aidé aussi à faire le coming out, puisque je suis arrivé à Tours en 2018, j'étais dans le fin fond de la Touraine jusqu'en 2018, et puis je suis arrivé pour faire mes études supérieures. Je me suis engagé au centre LGBTI de Touraine en tant que bénévole. J'avais pas du tout fait de coming out, en tout cas, je faisais semblant que mes parents étaient pas au courant encore à cette heure-là. Et le fait de s'engager en tant que militant dans une association, de fréquenter des personnes qui ressentent les mêmes choses que nous dans le milieu urbain ou rural permet aussi d'avoir des réponses à nos questions et permet aussi de nous aider à nous affirmer, à avoir confiance en nous, et donc progressivement c'est peut-être favorable pour en discuter, et si on a envie de faire un coming out, c'est aussi favorable d'être engagé dans une association. Donc je vous invite aussi à devenir bénévole et à fréquenter ces lieux qui sont par ailleurs des lieux très chouettes et on fait des belles rencontres. Moi, je voudrais juste rajouter, donc pour revenir vraiment à la question qui était... Non, parce que j'ai tellement l'impression de... Je me souvenais plus quelle était la question. Qui était, quelle est selon vous les bonnes, entre guillemets, temporalités pour faire des actions sans se mettre en danger par rapport à l'omerta, en fait, que tout le monde se connaît, etc., la pression qu'il y a dans les milieux ruraux. Quel que soit l'endroit, je pense que faire communauté, ça protège, même s'il y a des erreurs, même si les gens veulent faire du mieux et que ça se passe pas bien parfois, etc. Ça permet que l'extérieur et l'intérieur, parce que malheureusement les taux de suicide chez toutes les personnes concernées est énorme. Ça permet de se protéger vraiment. Et faire communauté comme on le fait ce soir, c'est, je pense, un pas énorme. Surtout que, en fait, quand on va aux apéros, il y en a un par mois de Biandré, si on a envie de proposer de faire un truc de théâtre pour la fête de Bourset, où on va prendre un bouquin super pour enfants qui s'appelle La petite fille qui n'aimait pas les princes, et le mettre en... Voilà, en fait, on s'amuse ensemble et on porte un message, et dans cette joie dont je vous parlais. Et ça, partir de vraiment ce cœur qui pulse, c'est ça qui sauve, quoi, pour rester en vie et vivre. Merde. Merci beaucoup. Par rapport aux autres trucs, alors on a eu un petit cœur, merci beaucoup pour le cœur, c'est super mignon. Et on a un autre petit cœur à côté de cette question-là. Comment on fait pour rencontrer des personnes et dater en milieu rural? Donc, dater, je traduis, faire des rendez-vous galants. Voilà. Je vous laisse répondre si vous avez une solution. Je veux bien savoir aussi. Ok, nous aussi on veut bien savoir. Donc si jamais vous avez une réponse aussi. Ou si quelqu'un dans le public. Mais c'est vrai qu'on pense tout de suite aux applications, mais on retrouve le même problème où tout le monde se connaît. Donc c'était peut-être pas la meilleure solution. Les apéros. Oui, voilà, les apéros.
Exactement, les apéros Biandré, voilà, tous les 19 du mois. C'est une bonne réponse. Lago et Paillerie, il peut y avoir des rencontres, il y a peut-être déjà eu des rencontres, qui sait. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a eu un couple qui s'est formé grâce à Bio-André, alors bravo Bio-André, et bravo les espaces de solidarité et de communauté, c'est très 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 important pour se sentir bien et créer des relations avec des super personnes, que ce soit des relations romantiques ou non, c'est trop chouette de rencontrer des gens. Je vais voir, est-ce qu'il y a 2 nouvelles questions. Et donc, merci d'oser, merci de prendre la parole pour d'autres qui n'osent peut-être pas, et merci à Bio-André d'exister, bravo à vous. Voilà. Je transmets, merci beaucoup, c'est trop mimi et ça fait super plaisir Enfin, je pense que c'est important d'entendre ça quand les personnes s'investissent, donc c'est trop chouette. Et alors, une autre question, comment ouvrir nos enfants aux questions queer quand on ne l'est pas, même si queer-friendly, avec un problème aussi de légitimité par rapport à ça pour s'exprimer sur ces questions-là. Alors, moi j'ai aussi une enfant qui a 10 ans et j'ai remarqué qu'en fait les enfants, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème en fait. C'est-à-dire que le dire ouvrir aux questions, en fait, ils sont pas fermés. Donc c'est plus quand ils questionnent, avoir des outils, notamment le bouquin dont je parlais, la petite fille, la princesse qui n'aimait pas les princes, des choses comme ça. Il y a plein d'outils maintenant. Il y a plein de choses parce que j'ai remarqué quand même quand je lui fais mon petit déroulé militant, au bout de 30 secondes il y a plus personne, je la saoule, elle est partie. Voilà. Alors que quand elle me pose vraiment une question et que là j'ai les ressources parce que je peux lui donner soit un outil, soit moi répondre à travers des images et suivre vraiment son questionnement, qui va être de lui renverser la question en fait. Elles sont amoureuses? Oui. Point. En fait, c'est tout. Parfois, c'est juste ça. Et où ça va être, mais pourquoi est-ce que il a une voix de garçon, qu'on dirait une fille, etc. Et que je lui dis, à ton avis, est-ce que nous, notre espèce, les êtres humains, on est très très fille ou très très garçon? Si tu te costumes et que tu mets des trucs, une barbe et tout, est-ce que on pense qu'on pourra croire que t'es un garçon? Bah oui. Donc, est-ce que c'est une vraie question? Ben non. Voilà. Donc en fait, de poser la question de la question qui va à la question, c'est magique. Ils ont les réponses et surtout, ils ont aucune résistance. Même quand on intervient dans les collèges et qu'ils ont 15 ans quand même, donc ils sont censés dans la phase où ils font tout pour correspondre aux cases, pour avoir la paix, quoi. Et en 5 minutes, dès qu'on a juste dit « vous pouvez être vous-même », ils le font en fait. Donc voilà, moi je pense que les enfants, ils sont naturellement... En fait, on a beaucoup plus à apprendre des enfants et des ados et tout que de nos théories politiques parfois qui sont fatigantes. Hein. Enfin, c'est bien, mais... Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce propos-là par rapport aux enfants, la représentation et comment aborder ces questions-là? Ouais, je crois que je suis pas forcément d'accord. Non, je crois que ado ça peut être violent aussi, mais bon, moi pour les parents, moi, je dirais les lâchez pas, lâchez pas vos enfants. Et moi, je repense à un truc que t'as dit, Maï, tout à l'heure, de rappeler que on est aussi, moi je suis traversée aussi par plein de choses qui me conviennent pas. Moi, je me suis montrée très transphobe à plein de moments dans mon parcours ces dernières années. C'est un truc que j'ai découvert aussi. Enfin voilà, de se rappeler aussi que s'il y a des choses qui sont intériorisées, enfin il y a de l'homophobie qui peut être intériorisée aussi. Vos enfants, ils sont peut-être pas forcément super à l'aise et tout. Vous l'êtes pas forcément non plus, mais de pas les lâcher et d'essayer de vous regarder vous en face. Parce que j'ai l'impression que c'est le premier truc à faire, de se dire que nous, on va dire des conneries, c'est sûr, vous allez en faire, c'est obligé en fait, mais c'est pas grave, on lâche pas, on revient et puis on essaye quoi, je sais pas, mais d'essayer de rester, d'accepter que si votre enfant il vous renvoie que vous êtes pas, c'est pas ok, et de vraiment prendre le temps de se dire ok, j'ai peut-être dit des choses qui sont pas ok, peut-être aller voir d'autres personnes, pas vos enfants, parce que l'affect aussi c'est compliqué, qui peuvent vous dire des choses pour aider quoi, je sais pas. Enfin éviter les clichés quoi, du genre je le savais,
Parce que ça c'est... L'orientation Ouais, voilà, quand oui, ne faites pas ça, parents. Ouais, et puis je pense aussi, en tant que parents hétéros qui sont pas forcément concernés par ces questions, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'amener les enfants ou les ados directement voir des associations, puis de les accompagner en fait dans des permanences. Nous, on a déjà eu des mineurs qui ont été accueillis dans nos permanences et avec qui on a pu discuter de ces questions-là, etc. Donc avec des parents qui sont plus ou moins bienveillants, plutôt moins de manière générale dans ce qu'on remarque. Mais en tout cas, si vous êtes bienveillant, en tout cas que vous faites cette démarche-là, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Puis ça peut vous permettre à vous aussi de vous éduquer sur ces questions-là, quoi. Merci beaucoup. Ouais, juste une phrase. Déjà, je pense si vous vous posez la question, c'est déjà un bon signe et vous pouvez vous rassurer aussi. Et en effet, il faut vraiment pas hésiter à essayer de contacter des gens si, pareil, vous vous sentez seul, en fait. Il y a toujours aussi cette question de si vous vous sentez seul en tant que parent, n'hésitez pas à avoir cette humilité envers votre enfant et aussi, je pense, à contacter d'autres personnes. Mais c'est vrai que je pense juste si vous posez la question, c'est déjà bon signe. Et je me permets d'ajouter aussi qu'il y a quand même de plus en plus, alors on manque énormément de ressources médiatiques, artistiques, mais en fait il y en a quand même, c'est juste qu'elles sont vraiment pas visibles et notamment je pense pour les enfants, un truc qui est cool c'est les bouquins et notamment il y a des boîtes d'édition maintenant qui existent, des maisons d'édition qui sont spécialisées dans la représentation des personnes qui sont jamais représentées dans les bouquins pour enfants. Donc notamment des personnages racisés, des personnages LGBTQIA+, et en fait, vraiment, c'est essentiel. Et puis des histoires qui sont pas ultra hétéronormées, voilà quoi, qui changent un peu de l'ordinaire de ce qu'on peut voir. Et c'est vachement chouette. Et je pense notamment à la maison d'édition On ne compte pas pour du beurre. Voilà, On ne compte pas pour du beurre. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. C'est en ligne. Et il y a beaucoup de bouquins pour plein d'âges. Et en fait, ça peut être aussi une bonne manière d'amener la chose et juste de créer de la représentation au-delà du discours, juste qu'il y en ait aussi dans ce qu'ils consomment artistiquement. C'est vraiment très très important et c'est un des trucs qui nous a le plus forgé les bouquins et les dessins animés en fait. Donc voilà, pensez à ça aussi. Il y a des ressources qui existent et maintenant avec Internet on les trouve. Du coup, n'hésitez pas. Et je voulais rajouter quelque chose aussi. Tout à l'heure, on parlait de pouvoir parler à des personnes ou de se poser des questions. On a un espace sur la Guépairie, justement, qui est dédié à ça. Donc, si vous voyez ce qu'on appelle nos angels, je vois un ou une angel là-bas avec la couronne. Donc, si vous avez besoin, en effet, de parler, ces personnes, n'hésitez pas à aller les voir. On a un endroit spécifique pour ça. Donc, voilà, je vais me répéter, n'hésitez pas à aller les voir. Le lieu est fait pour ça et c'est quelque chose que l'association fournit en tout cas quand elle peut. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? On va arriver vers la fin. Est-ce que vous voulez conclure d'une manière ou d'une autre ? Enfin, rajouter quelque chose ? Bah, de rien. Merci à vous et merci à vous surtout d'avoir participé à la table ronde. Je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu participer à ça, donc c'est super chouette. Et n'hésitez pas, si vous continuez à avoir des questionnements, allez voir les différentes personnes. Vraiment, le lieu est fait pour ça. On est fait pour discuter ensemble et se rassembler. Donc voilà. Merci. Et du coup, on se retrouve dans 18 minutes pour la... Quoi ? Oui, peut-être. Bon, bref, on se retrouve très bientôt, juste ici, pour la scène ouverte. La technique fait tout ce qu'elle peut. On lui donne beaucoup de force. Oui, de la force pour la technique. Bravo. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est peut-être qu'il nous manque la première personne. Bon, bref, on va se débrouiller, je rentre pas dans les détails. Mais pensez à vous inscrire à la scène ouverte. Et la scène ouverte ouvre bientôt. Donc, vous pouvez rester ici et aussi boire un petit coup. Ciao.